Merci à tout le monde d'être venu. On va remercier l'Union avec notamment Régis Vaillant et Daniel Picot qu'on va interviewer juste après. En tout cas, merci à eux de nous accueillir ici. Merci à vous d'être venus et aux gens qui nous suivent également sur Twitch. On va commencer par vous annoncer un petit changement de programme puisque on a une de nos intervenantes qui a malheureusement dû se décommander. On va remplacer Magali par Thierry, qui nous fait le plaisir de la remplacer au pied levé, donc merci à lui. Je vais laisser la parole à Nicolas pour quelques actus sur la French Tech. Merci. Bonsoir à tous. Alors pour les actualités de la French Tech Grand Reims, donc du coup concernant les actualités de la French Tech Grand Reims, donc la semaine dernière, jeudi dernier, a eu lieu le Start Up. Donc c'est organisé par l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'innovation. Il y a eu 235 participants et nous avons eu 2 membres de la French Tech qui ont participé. Donc Thierry Sapia qui a présenté un atelier no code et qui viendra nous rejoindre d'ailleurs juste après pour parler de no code et de hackathon. Et aussi Jean-Yves Veillère, du coup, qui a participé à une table ronde sur travailler en collaboration avec les grands groupes pour les startups. La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 15 décembre à 18h, donc tous les adhérents de la French Tech Grand Reims y sont invités. On vous enverra du coup l'ordre du jour ainsi que le lieu en temps et en heure, et du coup ça permettra aussi de fêter la fin d'année autour d'un petit moment convivial. Voilà. Je te repasse la parole, Julien. Oui, rapidement, pour remercier encore une fois Daniel Picot et tout l'Union et le groupe Rossel Média de nous accueillir aujourd'hui. Voilà. Du coup, je vais peut-être vous laisser vous présenter rapidement et nous dire quelques mots sur qui vous êtes et sur ce beau lieu qu'on a la chance d'occuper aujourd'hui. Eh bien, bienvenue, donc je suis Daniel Picot, je suis directeur général de Rossel Est Média. Rossel Est Média, rapidement, sont 4 journaux, l'Union, l'Ardennais, l'Est Éclair, Libération Champagne, une régie publicitaire avec Global Est Média et puis une radio avec Champagne FM qui est dans ce bâtiment. Alors, Rossel Est Média appartient au groupe Rossel, qui est un grand groupe média franco-belge. Allez, pour 60% de chiffre d'affaires en Belgique, puisqu'on vient de racheter RTL Belgique, éditeur du soir, des quotidiens régionaux, télévision, événementiel, et puis du côté français, la presse régionale, télé, radio également, et actionnaire à 50% avec Ouest France de 20 minutes. Donc un groupe de presse important, on va dire, dans le landerneau francophone. Alors moi, je suis ravi de vous accueillir, puisque ce rendez-vous de la French Tech Grand Reims est un rendez-vous important. Et pourquoi j'ai dit oui tout de suite pour vous accueillir, c'est quand Régis l'a demandé et Maxime, tout simplement parce que accueillir l'innovation dans nos locaux, c'est plutôt intéressant. Nous, on a pensé nos locaux comme devant accueillir l'innovation parce que les médias, comme dans tous les secteurs de l'activité, on est en mutation. Alors, il y a une chose qui m'excède, c'est d'entendre même des directeurs de journaux dire que la presse est en crise. En tout cas, l'Union n'est pas en crise, l'Union est en mutation et doit innover comme l'ensemble des entreprises de France et du monde. Et donc, cette factory a été pensée pour travailler l'innovation et pour mettre les collaborateurs en position de réussir et d'innover. Justement, pour rebondir sur un peu la transition aussi dans l'univers de la presse, pour parler de l'Union plus précisément, quelle est un petit peu votre stratégie autour des contenus numériques? Parce que je crois que vous avez lancé une télé digitale aussi, il y a peu. Tout à fait. Alors, nous, notre stratégie chez Rossel, c'est d'être leader de l'information locale sur nos territoires à travers nos audiences. Donc nous, notre métier, c'est pas de produire un journal. Notre métier, c'est de produire du contenu de proximité. Jusqu'ici, nous avions comme support principal, et c'est toujours le cas, nos journaux. Et ça va être le cas pendant un certain nombre d'années. Mais c'est pour ça que je dis que la presse n'est absolument pas en crise. La presse a une chance, comme beaucoup de secteurs de l'économie, énorme. C'est que le digital nous ouvre un champ des possibles qu'on n'avait pas jusqu'ici.
La presse n'est pas en crise puisqu'elle n'a jamais été autant consommée parce que maintenant on a le digital, donc on peut être consommé par n'importe quelle génération, n'importe où dans le monde et on n'a pas de limite. Donc notre métier finalement c'est du contenu de proximité distribué sur du papier, sur des sites éditoriaux, sur des radios, sur des télévisions et puis à travers l'événementiel. C'est ça qui va nous donner une puissance importante dans nos territoires et pouvoir concurrencer les GAFA, puisque nous, nos concurrents, on dit souvent vous n'avez pas de concurrence à l'Union, si j'en ai au moins deux, c'est Google et Facebook, très clairement. Et donc l'idée c'est humblement, mais quand même, avec nos audiences puissantes sur le territoire, c'est de les concurrencer, et c'est ça l'objectif de Rossel Est Média. Oui, et puis vous parlez du coup de Facebook et de Google en termes de contenu d'information. Vous, c'est vraiment de la proximité, c'est de l'information qui va être journalistique, du coup, donc du coup de qualité, vérifiée. Tout à fait. C'est notre avantage. Alors moi, je ne veux pas être en guerre. D'abord, je n'existe pas pour Google et Facebook, même si la presse commence à exister, puisque on a du lobbying au niveau mondial et européen, et puis je vous l'ai dit, Rossel c'est le soir c'est à Bruxelles, donc on a quand même une notion de lobbying importante. Non, Google et Facebook c'est génial pour nous parce que ce sont des plateformes de diffusion phénoménales. Sauf que simplement il faut que les revenus soient équitablement partagés, c'est-à-dire que chacun doit payer ses impôts, et puis quand Google et Facebook utilisent nos contenus, ils doivent nous rémunérer pour ça. Et quand on sera dans un marché régulé, on aura un champ des possibles, encore une fois, très intéressant pour la presse. Donc oui, c'est à la fois notre concurrent, mais on a tellement besoin, et c'est tellement génial que l'idée c'est de trouver un modus vivendi, ou en tout cas des règles de concurrence saines. On va revenir au bâtiment. On est à la Rossel Media Factory. On en a discuté un petit peu juste avant. Vous avez des beaux objectifs avec ce bel outil, on va dire. Tout à fait. Alors, comme dans beaucoup d'entreprises, notre mutation, elle est digitale. Et évidemment, c'est essentiel pour les journaux régionaux d'appartenir à des grands groupes aujourd'hui parce que les investissements en data sont énormes. J'espère que vous aurez le temps de visiter un petit peu. On a une usine à côté, on l'a achetée en 2008, 23 millions d'euros. Aujourd'hui, ces millions d'euros-là, on les met dans les data. Donc très clairement, notre mutation digitale, elle passera par là, comme toutes les entreprises que vous connaissez, que je viens de citer d'ailleurs. Mais on pense aussi que la mutation digitale, elle est humaine et collective. C'est-à-dire qu'il faut installer nos équipes dans une logique digitale, c'est-à-dire de transversalité, d'éviter, on va dire, le management pyramidal et être plus dans une logique horizontale, ce qui pour les startups est évident, mais pour les PME comme la nôtre, un peu moins. Et donc la factory, elle a été pensée comme ça, c'est-à-dire que pour ceux qui sont présents ici, en bas, on vous accueille. C'est là que la cité doit vivre, c'est pour ça que c'est un sens à ce que vous soyez là ce soir. Demain, on en parlait, on accueille Amir avec Champagne FM. Aujourd'hui, de l'économie, demain du loisir, on va l'appeler comme ça, après-demain de la politique et autres. Donc la vie de la cité doit être chez nous, parce qu'on est un média de proximité. Et puis à l'étage, nous avons les bureaux, où là, on est dans des logiques très modernes, très flex, très groupe projet. Sachant que nous, notre enjeu, c'est monétiser les contenus. Donc ceux qui produisent les contenus doivent travailler avec ceux qui les monétisent. Or, la monétisation, ça devient un métier d'expert dément. Et puis cette factory-là, elle a une logique de marque employeur. C'est-à-dire que nous, les compétences qu'on cherche aujourd'hui, elles sont digitales. On est à 45 minutes de Paris, donc on est en concurrence avec Paris. Donc si on veut que les jeunes générations viennent travailler chez nous, eh ben, il faut des locaux comme cela. Ils doivent s'y sentir bien comme chez eux finalement et avoir une liberté de travail et de circulation importante. Et ce qui est intéressant, c'est que les générations un peu plus anciennes s'y mettent aussi. Ça veut dire flex, ça veut dire plus de papier. Imaginez dans une entreprise comme la nôtre, pour des journalistes, plus de papier, etc. C'est
pour nous mettre dans cette logique de transversalité, de mutation, d'agilité et donc d'adéquation avec le marché du digital. Moi, je vais juste enchaîner sur la partie, on va dire, digitalisation, sur le côté justement recrutement de jeunes, comme vous le disiez, plus dans le domaine du numérique. Et est-ce que la proximité de Paris est un problème justement maintenant, encore maintenant, pour le recrutement de personnes expertes au niveau du digital? Alors, je ne sais pas si c'est un problème. Il y a des opportunités, puis on va dire des faiblesses, mais il faut que nous, chefs d'entreprise, on change de prisme. C'est-à-dire que si les jeunes ne veulent pas venir dans nos entreprises, bah, à nous de nous demander pourquoi, finalement. À nous de nous adapter aussi à eux. Alors, il y a quand même des contraintes qu'il y a l'entreprise, mais à nous de nous adapter à eux. Donc, tout simplement, qu'est-ce qui fait qu'un jeune préfère aller travailler à Paris plutôt que venir à l'Union, alors qu'on est dans des logiques d'investissement, je l'ai dit, dans les data et au niveau du groupe, qui sont au moins au niveau de beaucoup d'entreprises parisiennes. Il faut simplement travailler notre communication externe, accueillir ces jeunes, faire savoir, et c'est à ce prix-là qu'on aura ces jeunes-là. On commence à en avoir, on cherche des data analystes, des data scientists, tout ce qu'on cherche tous, il y a une pénurie aussi. Donc j'allais dire, à nous d'être les meilleurs, à nous de faire savoir, et puis arrêtons de subir et acceptons, nous, de changer nos façons de faire, de changer notre façon de manager, et d'accepter des différences, et des différences de génération, parce que c'est ça qui fait la richesse de nos entreprises. Bah écoutez, merci beaucoup, c'est une très belle conclusion. Merci à vous. Le message est passé que l'Union recrute aussi tout à fait. au niveau du digital. Merci à vous. Merci beaucoup Daniel, encore une fois, merci beaucoup aussi pour l'invitation. Et puis on espère revenir une prochaine Avec fois plaisir. aussi. Vous êtes déjà invité. Bonne soirée à vous. Merci Daniel, merci beaucoup. Merci. Eh bien, on va inviter maintenant Thierry et Olivier à nous rejoindre, s'ils le veulent bien. Je vous en prie. Je vais même passer le micro pour passer. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Thierry. Bonsoir. Donc pour vous présenter rapidement, avant d'échanger avec chacun de vous, donc Olivier Quérec d'Inergine ici, qui va nous parler de construction modulaire sur mesure et éco-responsable, et Thierry Sapia qui va aujourd'hui nous parler de no-code principalement. Olivier, je te propose de commencer. Donc tu es docteur en physique-chimie, tu as commencé en partie. Il y a quelques années. Il y a quelques années, mais tu y es toujours. Donc tu as commencé ta carrière dans des grands groupes et notamment dans le domaine du public. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, ce qui t'a amené aujourd'hui à monter une start-up? Oui. Alors déjà, merci pour l'invitation. Effectivement, on soulignait aussi la qualité du lieu. C'est vrai que c'est vachement sympa d'être dans des sites interactifs comme ceux-là. Donc merci. Oui, donc moi j'ai une formation scientifique, un peu fondamentale. Et alors, pas vraiment dans le gros public, j'ai commencé ma carrière chez EDF, dans le nucléaire, voilà, dans l'industrie. Et dans les années 2009, donc, j'ai quitté le groupe et pour créer ma première entreprise dans le domaine de l'énergie solaire. Voilà, donc c'était un changement de paradigme. Une société qui a très très forte croissance, on est passé de 0 à 90, je pense qu'on y reviendra peut-être sur les questions de recrutement et autres. Et puis, et je rebondis sur la qualité aussi des sites d'accueil, comment que tout le monde, que tous les collaborateurs se sentent bien. Et aujourd'hui, nouvelle aventure avec Inergine, je crois qu'on y reviendra tout à l'heure. Et Inergine, donc, est une jeune société et qui vient s'implanter en région Grand Est, probablement sur Reims. Et voilà, donc on fait nos premiers pas dans la région et merci pour l'accueil. Eh bien, avec plaisir. Du coup, puisque tu en parles, on a un peu parlé lorsqu'on préparait
ce troisième numéro de Webinews, de ton passage justement du grand groupe qu'est EDF à des structures type start-up, etc. Tu nous as parlé notamment de l'importance de s'entourer finalement de différents acteurs, notamment au niveau industriel, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ta première expérience finalement avec Nexis, si je ne me trompe pas? Ouais. Oui. Alors, moi, c'était une opportunité, hein, donc, il y a une trentaine d'années, donc de rejoindre, enfin 25 ans, rejoindre ce grand groupe. Moi, je crois que ce qui est très très intéressant pour un jeune, surtout quand on est un peu scientifique, c'est de rentrer dans une structure avec des process bien rodés, bien cadrés. Je crois que ça, c'est très très formateur. Et ce que j'ai appris, et ce qu'aujourd'hui, enfin, pour moi, est toujours un modèle très actif, c'est le partenariat, travailler ensemble. Et c'est pas simplement, je dirais, l'apanage des startups, hein, c'était vrai hier, et notamment dans le domaine technologique, dans le domaine hardware, où c'est assez complexe, on a besoin de s'entourer, de gagner du temps, d'éviter ce qu'on appelle les coûts évités. Et donc, moi j'ai vraiment beaucoup appris sur ces partenariats. Et je crois que c'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui, mais ça l'était déjà avant. C'est facile en France. Hein, on est sur un écosystème qui favorise, je me souviens pour les plus anciens, Feu Oseo, qui joue le rôle aujourd'hui de BPI et qui favorisait justement ces partenariats, ces synergies. Et in fine, quand on a basculé sur le mode de start-up, pourquoi on bascule, c'est pour être plus flex, pour innover, pour être plus agile. Enfin, bon, ce sont un peu des évidences, mais ce sont des modèles très complémentaires et qui ne s'opposent pas. Et on parle d'innovation dans les grands groupes, on parle bien sûr d'innovation qui est quotidien dans les start-up. Et moi, ce qui me passionne tous les jours, c'est de réussir à créer ces synergies, de réussir je crois qu'on dit toujours, seul on avance vite et à plusieurs on avance plus loin. Je crois que c'est un principe pour moi qui fait vraiment sens. Et les deux expériences se nourrissent. Très bien. Eh ben, écoute, je te propose maintenant de parler d'Energine, donc ta structure actuelle de start-up. J'ai rapidement fait l'introduction, disons que c'est de la construction modulaire sur mesure et éco-responsable. Est-ce que tu peux nous parler du concept en lui-même, s'il te plaît? Non, c'est une très bonne introduction. Donc on fait alors, je dirais pas que de la construction, je dirais des espaces vie. Quelle est la différence? La construction, c'est le contenant, hein, c'est l'objet, c'est le moyen d'y aller. Energine, donc c'est une start-up qu'on a créée avec deux associés architectes pour développer des espaces clés en main, à la fois avec le côté construction et le côté fonctionnel. Concrètement, on développe et on utilise la construction modulaire. Pourquoi la construction modulaire? Il se trouve que il y a 10 ans, moi je suis un convaincu de longue date de ce qu'on appelle aujourd'hui la construction hors site. Donc ça consiste à fabriquer dans des usines des modules de construction et de pouvoir les assembler sur site très très rapidement. Et nous, quand on a créé la boîte Nexis il y a 10 ans, une des problématiques qu'on avait, c'était comment on va faire pour loger tout le monde. On est passé de 0 à 80, c'était la roadmap, et c'est ce qu'on a fait, je crois, 1 an et demi. Et donc, on a appelé un constructeur qui est aujourd'hui peut-être un concurrent, et on a fait nos bureaux en construction modulaire pour créer un espace un petit peu comme celui-ci, un peu très accueillant, et on cherchait vraiment à faire venir les jeunes générations. Et voilà, donc convaincu de la construction modulaire. Aujourd'hui, Energine, ce qu'on veut, c'est faire un basculement sur le côté éco-responsable. Ce que tu disais, derrière éco-responsable, il y a écologique. Donc des constructions qui soient en 100% biosourcées, en bois, et d'où notre venue en région Grand Est pour venir au plus près d'un écosystème très... de votre région. Derrière éco, il y a aussi économique. Et alors, on veut faire du sur-mesure, mais du sur-mesure ultra standardisé pour être très compétitif. Une de nos ambitions, c'est faire en sorte que la construction modulaire soit à haute performance, soit aussi qualitative que la construction classique, mais à un prix moindre, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui.
Ce côté éco-responsable, c'est aussi le fait d'avoir une autoproduction d'énergie photovoltaïque. Donc, et ça, c'est un débat qui est là aujourd'hui. Alors, c'est pas simplement pour faire du greenwashing, mais la production d'électricité photovoltaïque aujourd'hui est rentable par rapport au marché. Ça, tu travaillais déjà dessus bien avant Energine, je me souviens. Oui, c'est ça. Alors, moi, je viens de ce monde de l'énergie. Je pense que Nexis, on a démarré un peu trop tôt. Et c'est vachement, c'est compliqué quand on lance une boîte de se retrouver par rapport au marché. Ouais. Et donc là, c'était d'intégrer le photovoltaïque dans les bâtiments. Il faut savoir que le prix du photovoltaïque a été divisé par 4 en une dizaine d'années. Donc, nous, on était il y a une dizaine d'années. Et puis, on s'est pris la compétition de l'Asie qui a fait que la technologie était là, mais on n'a jamais passé à l'échelle industrielle. Et puis, derrière éco-responsable, il y a ce côté responsable, moi que j'aime bien. C'est-à-dire qu'on fait et c'est la justification des espaces vie, c'est qu'on développe, alors je vais peut-être dire, c'est quoi un espace vie, c'est quoi nos constructions? On est sur 3 marchés. Le premier, c'est le marché de l'événementiel. On fait des pop-up stores, on fait des boutiques, on a travaillé surtout, enfin, on fait tout le village sponsor de Roland Garros. Tiens, juste qu'on voit derrière, donc vous voyez ces installations, elles n'existent pas aujourd'hui. Elles sont dans nos hangars. On a FFT, la Fédération Française de Tennis, qui les a achetées. Et on a une sorte de Lego. Et en fonction des saisons, en fonction des sponsors, on construit en moins de 4 jours ce village. Il est exploité pendant 3 semaines. Et on revient après, on démonte et on restocke. Oui, c'est tout l'intérêt en fait de ce type de module, c'est que tu les démontes, tu peux les stocker à n'importe quel endroit, tu peux les utiliser pour X type d'événements. Voilà, et la spécificité, je ne sais pas, je crois qu'on a mis une image, c'est que, sans rentrer en technique, c'est qu'on fait la 2D, c'est-à-dire que, en fait, quand vous voyez des containers maritimes qui sont des boîtes de 3 dimensions qu'on amène, en fait, le problème, c'est que c'est pas assez large parce que c'est limité par le transport routier. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est que nous, on les fait en éléments 2 dimensions, on transporte en hauteur, ça permet de faire des espaces comme là, de 4 mètres, c'est ce que voulait la FFT. Là, c'est notre marché, c'est notre projet, c'est le nouveau produit Woodea, donc c'est venir sur le marché du résidentiel, toujours avec ce concept de 2 dimensions. On fabrique en usine, on vient assembler sur place. Et alors j'aime bien celui-ci parce que on voit, donc on est en train de travailler sur un T2, sur un T3, sur un T4. On ne travaille pas sur des très grandes constructions. Et l'idée, c'est de construire des villages. Et c'est cette transition entre simplement la construction et l'espace vie qu'est le village. Et sur le côté responsable, et c'est le projet sur lequel on travaille beaucoup aujourd'hui, c'est un village, à dire inclusif, responsable. Donc les architectures sont d'emblée conçues pour les personnes à mobilité réduite, donc en fauteuil, et les personnes seniors. Donc on embarque de l'IoT et qu'on active en fonction des usagers. Alors c'est un projet. Ouais, donc finalement, le côté village, enfin, vous dépassez complètement la construction modulaire finalement, puisque autour de l'objet en lui-même, vous avez l'ambition aussi de créer des écosystèmes autour de ça, avec les services adaptés, j'imagine, et ce genre de choses. Oui, tout à fait. C'est ce qui nous distingue un peu. Notre business model, on n'est pas des fabricants, des gros composants. Donc on vient ici, c'était l'introduction tout à l'heure, créer des partenariats avec des industries existantes, s'intégrer doucement, tranquillement, sans perturber l'écosystème industriel. On travaille avec bon nombre, on discute avec des fabricants de murs ossature bois, des fabricants de menuiserie intérieure, des gens qui font de l'IoT, et on vient ici en ayant une stratégie que de ne travailler qu'en circuit court, qu'avec des entreprises locales. Bon, pour nous, c'est la région Grand Est, pour pouvoir développer aller plus vite et surtout aussi apporter un peu nos pierres à l'édifice. Donc nous, on intègre les gros composants et ensuite donc on fait la conception, on fait l'intégration, on fait la vente et on espère demain faire le service, c'est-à-dire donner vie à ces villages avec services associés, j'irais à la fois résidence de famille, à la fois résidence étudiant, à la fois résidence senior, et apporter aussi à la vie sociale un nouveau modèle pour les 3-4 ans à venir. Et point important, avec des microgrids. Voilà. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on fait également des espaces professionnels. Donc ça, c'est un espace de salle de réunion, créativité, vous voyez, très moderne. On le cite
de ST Microelectronics à Aix-en-Provence qu'on a livré. Alors tout ce qu'on a vu là, c'est en métal. Notre transition, à nous, ça va être de transférer ces savoir-faire en construction, bois et matériaux biosourcés. Donc si je comprends bien, tu nous as parlé d'événementiel avec notamment Roland Garros. On voit ici un exemple d'espace de bureau, on va dire. On a de l'habitation. Est-ce que tu as quelques exemples de projets comme ça à nous citer, de choses qu'on peut peut-être prochainement voir sortir de terre? Bon, alors sur ces deux marchés, événementiel et bureau, bon, on va continuer. Ce sur quoi on travaille et ce qu'on espère voir sortir de terre dans 6 mois et après dans 1 an, notre ambition, c'est de sortir le premier prototype, donc de construire le premier pavillon, Oudéa, qu'on a aperçu tout à l'heure, ce T3. Donc on est en train de chercher le site d'implantation. Donc on est en train de finir, de boucler une levée de fonds auprès de réseaux de business angels de la région et de Paris. Donc on est aussi très content d'être soutenu. J'en vois tout près. Je vois Maxime, donc je peux les citer, Business Angels, Maxime qui est à la régie d'ailleurs. Axas Business Angels et Business Angels, des grandes écoles sur Paris. Donc, ça nous permet de faire cette levée de fonds. Pourquoi des Business Angels? Juste, je fais un aparté, et plutôt que de fonds, parce que ça renvoie toujours à cette création de réseau, cet apport, je dirais, de savoir-faire, pouvoir aller vite. Et dans les réseaux, je pense que les investisseurs qui ont adhéré au projet, ce sont des investisseurs qui ont un passé souvent dans le même domaine et qui vont nous aider vraiment à co-construire. Et donc construire ce pavillon témoin, pour répondre à ta question, dans 6 mois, et travailler en parallèle sur ce village qui serait un village d'une 20aine de pavillons, avec service, avec conciergerie, et qu'on espère voir sortir de terre dans 18 mois. Donc une roadmap assez pushy. Voilà, il y a du boulot. Donc concrètement, construire un village d'une 20aine de pavillons, c'est 6 mois, c'est ça, si je calcule bien? Nonobstant le contexte actuel, qu'on espère transitoire, sur la matière première, et puis aussi sur les recrutements, qui n'est pas simple aujourd'hui. D'ailleurs, s'il y a des étudiants ou des gens qui cherchent un job dans le domaine de la tech, on peut se revoir tout à l'heure. Donc, oui, en fait, l'enjeu, justement, c'est que sur le cycle de vie, c'est qu'on construise les éléments en 3 mois, les éléments du bâti, à partir du moment où on a une conception ultra standardisée. Donc, nous, notre marché, c'est B2B à 100%. On ne fait pas du client, c'est-à-dire qu'on va développer un modèle avec une dimension, et il n'y en aura pas 2. Simplement, on va proposer des finitions un peu différentes, mais on va ultra standardiser pour pouvoir, atteindre notre objectif de coût, ce fameux éco, et puis donc fabriquer à peu près en 3-4 mois, avec une politique de stock qui est importante, et puis construire sur site un pavillon comme celui-ci. Je ne parle pas du proto, je ne parle pas de la vraie-série, mais c'est 15 jours. En 2 jours, vous montez les murs, vous êtes hors d'air, hors d'eau, après vous faites les finitions, et on est vraiment dans une logique... moi, je suis un très très mauvais bricoleur, donc je suis un mauvais exemple, mais un petit peu d'IKEA, quoi. C'est-à-dire vraiment d'avoir de la standardisation, et ensuite on vient monter, et avec des acteurs locaux, mais tout est l'électricité, les panneaux photovoltaïques, tout est juste, c'est du plug and play. Oui, parce que c'est pas juste finalement de assembler donc les murs, il y a tout l'aspect énergétique autour. Voilà. Et je me pose une question, si moi je veux une résidence secondaire en modulaire, je pourrais ou pas? Bien sûr, mais c'est même... je pense qu'il y a, effectivement, on pose souvent la question, mais ces constructions modulaires, c'est quoi la durée de vie? C'est quoi une construction en bois, vous avez qu'à voir, vous êtes bien placé à l'échelle de montagne, ça vieillit très très bien. Beaucoup mieux que pas mal de résidences en matériaux type béton ou métallique. Donc c'est pas un sujet, mais par contre c'est vrai que dans la conception, c'est du haut de gamme qu'on veut faire. Et ce qu'on vise, c'est aussi d'être en accord avec la RE 2020, une réglementation thermique. Ça veut dire que le bâtiment soit passif, c'est-à-dire qu'il produise autant d'énergie qu'il en consomme. Et donc, oui, pour une résidence secondaire,
Et nous, ce qu'on croit, c'est que il y a deux types d'habitations, il y a deux marchés. Il y a le marché, je dirais, patrimonial, celui où on est vraiment tous séduits par la belle architecture, il existera toujours celui-ci. À côté de ça, il y a probablement, je ne sais pas si c'est pour de la résidence secondaire, ça je ne sais pas, mais ça peut être pour de la résidence de loisirs, mais de pouvoir construire avec un concept de réversibilité. On croit beaucoup à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut une résidence secondaire, généralement, c'est pas au bord d'une autoroute. On a envie d'accéder à des endroits sympas. Aujourd'hui, moi je crois que c'est une bonne chose, il y a une vraie protection, et puis les lois notamment de défense du littoral sont respectées. Donc il y a toute une discussion, un rapport au foncier qui est à avoir. C'est tout l'intérêt de la construction modulaire. Parce que quand on dit modulaire, c'est pas tant le fait qu'on puisse prendre des briques et faire un assemblage de différentes formes. C'est le fait de dire qu'au bout de 50 ans, au bout de 100 ans, notamment il y a toute cette logique de bail amphithéotique, je discute avec on propose commercialement à une collectivité locale un projet et on a un bail pendant 30 ans. Ça peut être sur une résidence et autre. Et au bout de 30 ans, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça satisfait tout le monde? On continue pas? Mais si on ne continue pas, on a une réversibilité. Et donc je pense que c'est aller vers des endroits qu'on redonne un accès aux fonciers, notamment en régions périurbaines et rurales, amener du service, mais sans que ce soit irréversible, sans qu'on dégrade l'environnement. Je pense que c'est une solution. Je pense que la construction modulaire et l'approche de l'UDA, complètement éco-responsable, de pouvoir continuer à proposer des logements, y compris en pavillon. Je sais qu'il y a eu des déclarations ces derniers temps de ministres en disant il n'y aura plus le modèle n'est plus d'avoir des résidences avec des jardins. Je ne suis pas convaincu. Je pense qu'on a le droit de se faire plaisir aussi. On n'a pas une société qui va évoluer simplement dans des grandes tours. Simplement, en tout cas, il faut pouvoir proposer des solutions qui soient respectueuses de l'environnement. Tu parlais des collectivités, justement, et donc comment est-ce que c'est accueilli de leur côté, tout ce système, justement, éventuellement modulaire, qui pourrait mettre en place les possibilités que ça offre, du coup, à ces dernières? C'est très varié. Je pense qu'on est un peu en avance de phase. C'est-à-dire que, mais il y a une demande. Alors il y a une demande forte aujourd'hui, notamment sur cette question du foncier. Ça c'est le premier point. Et donc dès qu'on dit, je viens avec une construction écologique, c'est réversible. Vraiment, j'insiste sur ce point-là. C'est quelque chose qui peut qui est assez. Au Canada, aux États-Unis, c'est déjà un modèle où l'habitation sur certains marchés est un bien de consommation. Et donc ça, c'est plutôt bien accueilli. Après, on a toutes les questions, je dirais, de respect, je dirais, des règles architecturales. Et ça, il faut, je dirais, ça dépend de chaque projet. C'est-à-dire que je crois que on ne va pas à côté de mettre à partir d'un bâtiment classé avec des toits et des colombages, de mettre une structure moderne à toit plat. Mais c'est une complémentarité, donc au niveau, notamment sur les techniques, au niveau des PLU, je pense qu'il y a une discussion à prendre en amont au niveau des maires, mais je crois qu'il y a, une certaine appétence pour ce type de... Mais ça fait partie du côté éco-responsable, de toute façon, comme tu disais, que ce soit dans le terme des matériaux, dans la durée de vie, la réutilisation, mais aussi dans l'adaptation à l'environnement qui l'entoure. Ouais, et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant d'être une start-up, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir, de temps en temps, un peu être comme le saumon, quoi, pouvoir remonter à contre-courant, parce qu'on est quand même face à pas mal de paradoxes. C'est-à-dire qu'on veut de l'écologie, mais on veut aussi du social. On veut de la performance énergétique, mais on veut que ce soit pas cher. Voilà. Donc il faut réussir à... Et tous ces on va parler des drivers, enfin, tous ces contextes sont vertueux. Simplement, il faut pouvoir justement proposer des solutions. Et pour répondre à ta question, je pense que c'est comme ça qu'on souhaite développer un petit peu la boîte, c'est d'apporter des solutions et pas créer des problèmes. Et je pense par contre, c'est détecter un petit peu les problèmes, notamment ces questions un peu de paradoxe, et d'apporter les meilleurs compromis. Voilà. Donc, et c'est ce à quoi on s'attache à faire. Mais c'est vrai que on est pas mal aidé, c'est pour ça qu'on a décidé d'accélérer par, c'est plus une prise de conscience de l'environnement, et on voit que cette réglementation environnementale qui va structurer, vous entendez tous, sur d'avoir des constructions et des usages bas carbone, ça y est, ça fait partie du cahier des charges réglementaires. Je
Je prends un exemple, on a été consulté, on est encore un peu petit, on se demande si on va y aller, on a vraiment envie parce que c'est un projet extraordinaire, c'est sur un très très gros chantier qui va durer 4-5 ans. C'est de construire une base vie, donc vous voyez cette base vie, si on va loger toutes les équipes de chantier, les architectes, tout le monde, de 400 mètres carrés, et bien figurez-vous qu'aujourd'hui c'est des trucs qui sont des passoires thermiques, c'est pas très très joli, on s'en fout un petit peu, simplement que ce soit pas cher, on les amène, on les balance par hélicoptère, on n'est pas très très CO2, et aujourd'hui dans les appels d'offres sur ce type d'application, il y a ce critère de bas carbone qui commence à structurer la demande, et nous, pour proposer des offres, c'est assez intéressant. Tu nous as déjà un petit peu parlé de l'intérêt de venir vous installer dans le Grand Est. Qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus? Pourquoi finalement choisir le Grand Est et pas peut-être une autre région? Quels sont les avantages finalement de notre région à nous? On cherchait, j'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est qu'on cherchait, donc nous on vient d'aujourd'hui, notre bureau est à Paris, dans le 12e, puisqu'on est hébergé chez Léonard, chez Vinci, qui nous a, enfin, qui est rentré un peu en minoritaire dans le capital il y a un an. Mais on cherchait encore une fois, à créer ce qu'on appelle la supply chain. Enfin, pourquoi la région Grand Est? C'est que c'est une région, bien sûr, où il y a beaucoup de bois, où il y a beaucoup de biomatériaux. Donc il y a 2-3 régions qui étaient éligibles. On a engagé des discussions. Il se trouve que très très rapidement, il y a eu des discussions assez étroites avec des acteurs locaux. Et puis, moi je pense qu'il y a le circuit court, il est vrai aussi dans les relations. Donc ça, on a trouvé vraiment, on a eu un très très bon accueil. Et ça fait 3 mois simplement qu'on commence à développer, à monter le projet. Et j'ai l'impression que ça fait 6 mois, 1 an qu'on est déjà, on a une feuille de route qui avance très très vite. Que ce soit avec les collectivités locales, que ce soit avec les financeurs, que ce soit avec les acteurs, avec nos partenaires de demain pour la fourniture des composants. On retrouve tous les composants dont on a besoin en région Grand Est. Et puis, un élément qui a été pointé tout à l'heure, c'est que c'est une situation idéale en termes géographiques. On est proche de Paris. Quoi qu'on en dise, on est quand même un pays un peu jacobin. Il y a quand même, il se passe des choses à Paris, c'est important de pouvoir y être. Et puis, on est à mi-chemin avec un marché qui est un marché important pour nous, qui est un marché, je dirais, européen et tous les pays qui sont limitrophes. Et donc, c'est un emplacement qui est très, très, très intéressant pour nous. Et en discutant, alors vous qui êtes tous là, je pense que vous avez été convaincus avant, nous, mais c'est une région qui est attractive aussi. Encore une fois, je pense qu'on a envie de, quand on vient ici, je pense notamment, c'est vrai que Reims a des atouts, donc il y a vraiment un attrait. Mais le premier, je disais, ma réponse est un peu longue, le premier était quand même de pouvoir bénéficier de cette supply chain, de ces métiers, de cette synergie, et de pouvoir s'intégrer dedans et de créer des partenariats très très rapidement. Ok, merci. Nicolas, je ne sais pas si tu as d'autres questions? Plus de questions, écoute, c'est bon. Okay. J'ai une question. Je me posais une question en regardant justement l'aspect des modules, enfin, du système modulaire. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, quelqu'un commence par une habitation, tu as parlé tout à l'heure de T2, T1, T2, T3, T3. Justement, est-ce que le modulaire te permet aussi de pouvoir grandir dans le temps? C'est-à-dire, voilà, je commence par un module d'habitation type T1, T2, et puis tiens, dans 1 an, dans 2 ans, j'ai peut-être plus de moyens, je peux rajouter une brique au-dessus, quoi. Est-ce que le côté modulaire, c'est aussi permettre l'extension de vie au travers de ce genre de bâtiment? Oui, merci pour ta question, parce que je vais passer rapidement sur le modulaire, mais oui, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une notion de brique, et chaque brique, un T2 est fait avec 2 modules, un T3 sera fait avec 3 modules, et on peut, alors pas comme ça, parce qu'il y a tout les modules, mais bouger un des murs et agrandir.
Voire, le plus simple, c'est d'en mettre de faire des liaisons. Donc oui, bien sûr, hein, c'est ce côté évolutif. Et je crois que c'est un des... Oui, ça, je pense, mais merci encore une fois pour la question, parce que je pense que c'est un des points forts, justement, de ce type de solution, c'est de pouvoir un peu suivre le cycle de vie, que ce soit celui d'une famille, que ce soit celui d'une société, que ce soit celui d'un centre d'événements ou autre. Donc oui. Par contre, plutôt en horizontal, savoir que construire en vertical, faire un étage, c'est bien. Après, faire 2, 3, 4 étages, c'est un autre métier qui n'est pas le nôtre. C'est-à-dire qu'on va rester raisonnable, parce qu'après il y a les problèmes de structure et autres, et on vendrait quelque chose, enfin, on refait des structures qui coûtent aussi cher que de pour faire quelque chose d'autre. En revanche, dès lors qu'on est sur une extension horizontale ou sur un étage, ouais, tout à fait, ça fait partie du projet. Est-ce qu'on a des questions dans le public ou sur le live? N'hésitez pas, soyez pas timide. Ah, on a une question là-bas. Vous parlez tout à l'heure de résidence secondaire, donc ça ne peut pas être une résidence principale, on ne peut pas imaginer en résidence principale. Ah, j'ai répondu à la question sur la résidence secondaire, mais je l'ai dit tout à l'heure, nous c'est plutôt résidence principale. C'est-à-dire que, non, la vocation première, c'est de créer des villages en résidence principale pour, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que comme on travaille sur le R0, notamment pour créer des résidences pour les personnes qui commencent à être un peu plus dépendantes, les primo-accédants, les familles, bien sûr, on est surtout sur la résidence principale. D'autres questions? Oui, Juste ici. Est-ce que vous pensez que le fait de faire une extension horizontale, ça pose problème pour un professeur des milieux urbains? Oui. En fait, on ne vise pas le marché urbain, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a deux types d'architecture en fonction des sites. En ville, le foncier est peu accessible, il y en a peu, donc on va plutôt faire de la construction verticale. Et on commence, il y a des très très belles boîtes qui font, notamment dans la région, qui font des très beaux bâtiments en bois verticaux. Nous, on s'adresse, je le disais tout à l'heure, à un marché périurbain, urbain, où il y a une disponibilité de foncier. Et où, au contraire, justement, on parlait des collectivités, elles ne souhaitent pas avoir des extensions verticales très proéminentes, et donc voilà. Donc, on n'est pas sur le marché urbain. Ça ne veut pas dire qu'on fera jamais un projet en centre-ville, mais typiquement Roland-Garros, on est en plein centre-ville, on est Porte d'Auteuil, mais on est sur des marchés particuliers, et donc on est sur le marché périurbain et un peu rural. Est-ce qu'on a peut-être une dernière question dans le public? Moi, j'ai une question par rapport à la nature du terrain sur lequel vous installez vos constructions. Quand on construit une maison, il faut un terrain viabilisé. Est-ce qu'on est dans les mêmes normes de construction ou c'est un petit peu différent? Je pense, effectivement, si on veut garder ce côté écologique, la fondation, son électrotechnique est un point important. C'est-à-dire qu'on ne va pas refaire des fondations irréversibles, donc on est beaucoup sur ce qu'on appelle des techniques avec des fondations sur pied, donc on peut travailler sur n'importe quel terrain, y compris sur des terrains qui ne sont pas a priori constructibles. Oui, sur tout type de terrain, ce à quoi on veille, encore une fois, c'est d'avoir, de ne pas générer des dizaines de tonnes de fondations de béton pour pouvoir stabiliser. Mais maintenant, il y a des technologies, comme ce sont des bâtiments assez légers, qui ne sont pas multi-étages, de pouvoir avoir des fondations assez légères et qui vont durer, avec des garanties de durée de vie de 50 à 100 ans. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Je crois pas. Non. Alors, je suis désolé. Je me suis peut-être pas exprimée. J'imagine, moi je suis ordonnaire, j'habite dans un village et vous arrivez avec ce projet-là, connaissant un petit peu les règles de flux, etc., des zones aménagées non inondables, etc., viabilisées. Si je comprends bien, votre système, c'est un peu un système complet avec une autogestion de l'énergie, mais tout l'aspect règles de construction. C'est là que je me pose la question, comment vous apportez votre projet dans ces communes? Je vais prendre un exemple concret, je ne vais pas citer, donc c'est un petit village en Alsace,
2000 habitants, ils veulent créer des écologes. On est allé voir le terrain, et donc le premier point qu'on fait, c'est qu'on fait des relevés topographiques, on regarde, et là c'est un terrain qui est vachement en pente. Et donc on travaille, le premier point c'est que de discuter avec les collectivités, de faire un avant-projet. Donc on a tout un gros travail de bureau d'études, c'est pour ça qu'on a des architectes dans l'équipe, pour pouvoir travailler sur la faisabilité du projet, sur la connexion, sur les VRD, sur la connexion avec tous les réseaux, déterminer les études de sol, quel type de fondation, ce qui permet aussi de faire un budget global. Et ça, on travaille en amont sur cette partie conception avec les collectivités. C'est-à-dire qu'on a cette fonction à la fois vraiment de maîtrise d'œuvre, et donc on travaille très en amont. Et ensuite, on a cette phase d'exécution. Et je dirais, on propose un service à la carte, parce que chaque projet a sa propre spécificité. Mais notre proposition, c'est une offre vraiment clé en main depuis la conception, y compris sur le dépôt du permis de construire, jusqu'à la gestion, éventuellement, quand il y a des services. Est-ce que je réponds mieux ou... Sinon, on peut se revoir tout. Il est vrai que dans les Ardennes, des fois, il faut bien vérifier les éléments de crue. Ouais. Dans les Ardennes, c'est vrai qu'on a des territoires qui sont assez inondables. Et c'est vrai que ces notions-là sont toujours très importantes à vérifier. Généralement, ce projet-là est un projet qui répond aux mêmes règles, qui doit répondre aux mêmes règles que les projets classiques. C'est-à-dire qu'effectivement, on va pas le mettre dans des terrains en zone inondable, on n'est pas... c'est pas un bateau, quoi. C'est pas un bateau, quoi. C'est un bateau, et donc on va regarder ça. Simplement, l'avantage étant structurel déjà, c'est que ça permet notamment aussi, pour ces questions, et là, il y a sur ce projet-là un problème de pente et donc d'amener d'eau importante, de pouvoir faire des systèmes un peu surélevés, un peu sur pilotis, et donc à chaque projet, on regarde la question de la conception et de la pose en amont. Alors, on va prendre une toute dernière question du coup. Au niveau de votre service, quel est votre positionnement par rapport à un constructeur traditionnel ? On sera compétitif. Si on prend aujourd'hui, moi je ne peux pas donner trop de chiffres, mais il faut savoir que dans le bâtiment, on va dans une fourchette de 1600, 1400 euros jusqu'à 2500 euros du mètre carré, quand on regarde. Et la partie construction bois, dès lors qu'on est à haute performance, on est plutôt aujourd'hui aux alentours de 2000 euros du mètre carré, à peu près, y compris sur la construction modulaire. Je vous le disais tout à l'heure, on vise la fourchette basse. Et comment viser la fourchette basse, comment aller chercher ce delta, c'est par une approche de standardisation, d'avoir quelques modèles, d'avoir les aménagements qui ont été pensés aussi en amont pour pouvoir baisser les prix. Et c'est ça le modèle. Mais l'ambition, c'est de porter ces bâtiments à haute performance, ce ne soit pas simplement un joujou un peu de passionnés, mais qu'on entre vraiment sur l'équation de prix qui est aujourd'hui la fourchette entre 1600 et 1800 euros du mètre carré, en espérant qu'elle demeure le plus longtemps possible à ce stade, avec un peu de marge. Eh bien, merci beaucoup Olivier, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de la Webinous. Et puis, on espère ton implantation à Reims et on aura un grand plaisir de te recevoir de nouveau si tu le souhaites. Absolument, et on fera, j'espère, dans 6 mois, l'inauguration du pavillon. Et avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, tu peux rester participer avec nous à l'intervention de Thierry. Rebonsoir Thierry. Rebonsoir. Thierry, partenaire très actif de la French Tech. Merci, effectivement. C'est nous qui te remercions parce qu'effectivement, tu participes beaucoup, notamment dans le développement d'outils dont on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard lors de la mise en production. Mais tout d'abord, pour la French Tech, on te remercie. Et j'enchaîne avec l'outil puisque l'outil est fait en no-code et c'est ce dont tu vas nous parler ce soir. Mais avant, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et nous présenter un petit peu ton métier ?
Donc bonsoir à tous, donc Thierry Sapia. Ce soir, je viens représenter une société qui s'appelle Timetonic, donc qui est une start-up, un peu comme la vôtre. Une start-up qui s'est basée sur un constat un petit peu métier. On est de plus en plus dans des process de digitalisation, de transformation, et on est toujours un peu heurté à des problématiques de développement d'applications, de réponse à des problématiques métiers, des process d'entreprise qui se complexifient. Et le traditionnel moyen de pouvoir le faire passe par des développements d'applications spécifiques, et ça, c'est de manière un petit peu historique. Alors, je ne veux pas froisser des équipes de développeurs qu'il y a ce soir dans la salle. Aujourd'hui, derrière effectivement ce mot de no-code dont je propose de vous parler, c'est quelque chose qui est que j'ai vraiment à cœur de pouvoir promouvoir. Effectivement, c'est pour ça que, étant Raymond Ardennais depuis de longues années, effectivement, j'essaye d'accompagner à ces informations, ces accompagnements qui permettent aujourd'hui de pouvoir accompagner les entreprises à accélérer leur digitalisation. Alors le no-code, c'est quoi? Le no-code, c'est un moyen, je ne vais pas dire une technologie, c'est plutôt une approche qui va permettre aujourd'hui à des entreprises, grâce à derrière ça des infrastructures de code, en fait, de leur permettre de façon totalement autonome de pouvoir développer des applications très rapidement, à peu près 10 fois plus rapidement que des développements traditionnels, et de répondre à, je dirais, quasiment toute problématique opérationnelle, métier. On dit un petit peu que le no-code, c'est la revanche du métier sur la technique. On est dans des métiers où l'informatique grandit, se complexifie, on parle de beaucoup de technologies, et derrière ça, on a un peu l'impression qu'on soit une petite entreprise ou qu'on soit une grosse entreprise, on rencontre un peu des fois les mêmes problèmes. C'est de dire, j'ai pas le bon outil, j'ai besoin d'aller plus vite, je fais des tâches qui sont rébarbatives, et à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas moyen un petit peu de trouver des moyens d'accélérer tout ça et d'être un peu plus digital? Est-ce que c'est nouveau le no-code, ou ça fait déjà plusieurs années que ça existe? Ouais, alors le no-code, on en entend parler, on va dire depuis un peu plus de 3 ans. Alors, c'est une approche, effectivement, c'est une philosophie, mais c'est devenu, comme vous pouvez le voir, en fait, quelque part, je ne vais pas dire c'est un framework, c'est un système, c'est une méthodologie qui est venue s'inscrire un peu comme les différents langages qu'on a pu connaître. On a connu les premiers langages de programmation, dans lesquels effectivement on a parlé là, du binaire, des codes d'assembleur, des programmes, après on a entendu parler des frameworks qui permettaient de développer des sites internet, donc de façon un petit peu plus accélérée. Mais pour autant, on avait toujours des problématiques de répondre à des problématiques vraiment métiers. C'est-à-dire, moi, dans mon métier, j'ai différentes interactions, je dois collecter de la donnée à droite à gauche, et je suis contraint soit par des problématiques d'IT, en fait, d'informatique, soit des problématiques de sécurité. Et le no-code, en fait, clairement, depuis à peu près 3 ans, c'est un nouveau moyen, effectivement, qui permet de répondre à ces problématiques-là, à ces besoins-là. Alors, il y a de très très forts investissements qui sont menés. On parle de levée de fonds de plusieurs centaines de millions dans des entreprises plutôt, évidemment, un peu américaines. Nous, à notre niveau, pour présenter un peu Timetonic en quelques instants, quelques minutes, on est une start-up qui a été créée en 2016. Et depuis 2016, donc j'aurais l'idée d'accompagner sur ces domaines-là. On a un petit peu le village gaulois face aux Américains, mais ça marche plutôt bien parce qu'effectivement, là, on est en train de préparer notre première levée de fonds d'ici la fin de l'année, et on a eu à peu près une vingtaine de prix, de récompenses qui démontrent qu'effectivement, il y avait un véritable engouement sur la partie de no-code. Par rapport à toi directement, est-ce que tu as toujours été dans ce domaine, qui était le développement, ou tu as switché à un moment donné? Alors, j'ai carrément switché. Pendant plus d'une vingtaine d'années, je suis un peu un régional de l'étape. Pendant plus d'une vingtaine d'années, j'étais plutôt sur du côté des infrastructures, les domaines des télécommunications, l'hébergement, des cloud services, comme on appelait, côté plutôt infra. Et puis après 20 ans, on se dit à un moment donné, on entend toujours les mêmes problématiques. Donc les interlocuteurs étaient plutôt des gens de l'informatique.
Et puis on se rendait compte qu'à un moment donné, on avait du mal à répondre quand même à des problématiques métiers, voilà, des utilisateurs. Et donc il faut un petit peu accélérer cette partie-là, et voilà, on a encore beaucoup de travail vis-à-vis de la partie informatique à ouvrir, à comprendre et à se dire à un moment donné quels sont les besoins de mes utilisateurs. Voilà. Donc il y a à peu près maintenant un peu plus de 3 ans, effectivement j'ai complètement switché et je suis passé plutôt du côté métier. En tant qu'indépendant, et j'ai été amené à effectivement accompagner sur des projets d'évolution, donc de digitalisation, des entreprises qui, en plus avec ce qui nous est arrivé quand même depuis quelques mois, la crise du Covid, a fortement, complètement bouleversé effectivement les process des entreprises, et sur lesquels il a fallu vraiment accélérer encore plus le process de digitalisation. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, qu'on soit petite entreprise ou grosse entreprise, il a fallu à un moment donné être capable de répondre à des problématiques de distribution de produits, de boutiques en ligne, d'être capable de gérer plus rapidement des problématiques de stock, enfin, voilà, tous ces éléments-là. Et clairement, les grosses boîtes n'étaient pas prêtes complètement, et voilà, il a fallu les accompagner. Donc moi, pendant à peu près 2-3 ans, j'ai accompagné ces entreprises-là. Et il y a quelques mois, j'ai découvert effectivement cette société, donc Time Tonic, cette petit peu start-up française là, et qui est en train de, qui va continuer là-dessus. Et étonnamment, là on s'est dit, on s'est pas trompé, c'est que au départ, comme tout jeune homme de start-up, on se dit, voilà, nos premiers clients vont plutôt être des petites entreprises, quoi, parce qu'à un moment donné, il faut se faire connaître. Hein, il y a toujours une notion de confiance aussi qu'il faut savoir accorder là-dessus. Mais à un moment donné, quand la réponse, on va dire time to market, elle est là, à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était plutôt les grosses entreprises qui avaient des problématiques, parce qu'elles manquaient d'agilité, de capacité à innover rapidement. Et puis, on s'est rendu compte que ces entreprises investissaient énormément d'argent, des fois, dans des développements, mais pour, au final, ne rien en tirer. Voilà. Le no-code, clairement, les a permis, en fait, d'accélérer cette transformation. Du coup, concrètement, un projet no-code, ça s'adresse à quel type de projet, justement ? Est-ce que on est sur de l'ordre du POC, donc du Proof of Concept ? Est-ce que c'est un peu comme pour la construction modulaire, quelque chose d'un peu plus long-termiste, ou est-ce qu'on peut vraiment avoir des applications justement durables sur ce genre de solution ? Sur ce genre de solution, effectivement, on se dit toujours que le no-code, c'est quoi ? Ça nous permet de faire un test, une maquette, comme tu l'évoquais. Alors généralement, ça commence un peu toujours comme ça, parce qu'on se dit à un moment donné, déjà, il y a déjà des choses existantes dans les entreprises. Hein. On n'est pas là pour tout mettre à la poubelle, mais on est là plutôt généralement pour se dire, on va compléter le manque. Voilà, il y a un manque, et aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut le compléter ? Le no-code est effectivement une manière de pouvoir compléter les manquements. Donc on va parler plutôt d'outils, de solutions. Et jusqu'à un moment donné, on se rend compte que en fait, la maquette qu'on a faite, au final, elle est super agile, elle est super souple. Ça ouvre des besoins d'autres utilisateurs, de collaborateurs dans l'entreprise, d'autres besoins, d'autres usages, et sur lequel en fait, on a cette capacité à aller encore plus loin, en fait. Et donc à ouvrir en se disant, c'est pas un outil en fait qu'on va faire, c'est peut-être un deuxième outil. On parle de plus en plus de digitalisation, mais la digitalisation, c'est pas uniquement interne à l'entreprise, c'est aussi la relation qu'on doit avoir avec ses clients, ses partenaires, ses fournisseurs, et être capable de pouvoir ça. Et cette partie no-code là permet aujourd'hui de pouvoir publier des éléments de façon totalement sécurisée. Et là. Donc de fait, pour répondre effectivement à ta question, le POC, en fait, c'est un peu le démarrage pour se dire à un moment donné, on va tester, on va regarder, hein, parce que c'est vraiment viable, cette approche-là. Et puis quand on se rend compte qu'effectivement ça l'est, parce que c'est autant accessible de façon native sur les mobiles, etc., derrière, on va se rendre compte que derrière c'est tellement facile de pouvoir développer par soi-même, en fait ça devient quasiment, maintenant on remplace des ERP, des gros ERP du marché, par ce genre de solution-là. Donc du coup, chez Time Tonic, si en entreprise on a besoin d'avoir un développement no-code, hein, parce que c'est effectivement toute la flexibilité que propose le no-code, c'est-à-dire que c'est des besoins instantanés, rapides, qu'un service informatique n'est pas forcément en mesure de répondre à un instant T. Du coup, vous vous occupez quoi ? Du développement en no-code, ensuite de la formation des personnes qui vont l'utiliser, ou vous formez de base des personnes qui ont une sensibilité aux technologies, éventuellement des développeurs dans les entreprises ?
Alors, l'approche effectivement du no-code, un peu à l'instar des éditeurs un peu traditionnels, je dirais que la seule formation qu'on peut aujourd'hui en tant qu'éditeur, nous sommes un éditeur, est de effectivement former simplement à la philosophie du produit. Imaginez-vous un peu, on a tous eu l'occasion de travailler sur des tableurs de type Excel. Donc l'approche un peu du no-code, un peu similaire par rapport à ça, c'est cette flexibilité, possibilité de développer, d'intégrer des données de façon totalement visuelle. Et en fait, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui vont avoir la capacité de développer leurs propres outils. Alors, ce qui est important de noter, c'est que généralement dans des entreprises, effectivement, comme tu l'as évoqué, la DSI a un rôle aujourd'hui qui s'est renforcé sur les problématiques de sécurité. Sa sécurité, parce qu'effectivement, il y a une telle criticité par rapport à tout ce qu'on peut voir sur les attaques, le phishing et compagnie. Leur principale aujourd'hui prérogative, enfin responsabilité, c'est de garantir la sécurité des données de l'entreprise. Par contre, pour autant, comme je disais, elle n'a pas forcément la connaissance des métiers, je dirais, de l'entreprise, des collaborateurs, de chaque unité. Donc pour ça, généralement, la DSI, ce qu'elle va nous demander, c'est surtout de garantir que le système, il n'y a pas ce qu'on appelle le shadow IT, c'est-à-dire des gens qui vont utiliser un outil qui n'est absolument pas certifié par l'entreprise, qui est garanti. Mais par contre, elle va déléguer, effectivement, elle va ouvrir la capacité à ces directions métiers de dire à un moment donné, OK, vous formez ça sur cette plateforme-là, et puis vous allez développer par vous-même ces outils-là. Donc notre formation, notre mission à nous, c'est de transférer ce savoir de la façon dont on va utiliser simplement l'outil. Généralement, en 2 jours de temps, c'est fait. Et puis après, on peut aussi accompagner les entreprises, soit par notre propre organisation, soit par des partenaires en fait, qui utilisent notre plateforme aujourd'hui pour pouvoir développer des solutions pour le compte des clients. En fait. Alors, tu organises pour la French Tech prochainement un hackathon autour du no-code, ce qui peut être l'occasion pour ceux que ça intéresse de peut-être mettre en pratique des choses. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, oui, alors, le hackathon, c'est pas quelque chose que nous, on va uniquement organiser, enfin, on va le co-organiser avec la French Tech, parce qu'encore une fois, l'objectif régional, enfin voilà, je parle régional parce que même si c'est région Grand Est et tout, mais c'est d'essayer effectivement de pouvoir être porte-parole, effectivement, être capable, je dirais, d'accompagner cette veille technologique. Dans notre région, on a vraiment de très belles choses et on se rend compte qu'on a beaucoup d'entreprises qui ont des problématiques de digitalisation. Donc l'idée avec effectivement la French Tech, ce qu'on est en train d'imaginer, de préparer, début d'année prochaine, je pense aux alentours du mois de mars normalement, on va effectivement organiser un hackathon sur le thème du no-code. Grosso modo, l'idée, ça va être de proposer entre maintenant, voilà, ce soir, parce qu'on en parle, on le lance, jusqu'à, on va dire, début d'année prochaine, de proposer à des porteurs de projets, quelle qu'elle soit, en fait, de dire à un moment donné, voilà, moi j'ai un projet, j'ai une problématique, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son besoin, et de se dire, dans ces cas-là, voilà, moi j'ai un projet à court, à moyen terme, qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider? Est-ce que le no-code va véritablement pouvoir m'aider? Donc on va analyser ces demandes, ces analyses de projets, et ce qu'on va proposer, effectivement, c'est en 48 heures, d'organiser effectivement un événement auquel on va pouvoir avoir des notions effectivement d'ateliers, de table ronde, en faisant également participer des acteurs de la région. Donc on va parler effectivement d'écoles qui forment des étudiants aujourd'hui, pour ça. Il faut savoir que le no-code devient aussi quelque chose que sur les gens, c'est pas de l'auto-formation, ça devient comme un langage, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est un outil parmi d'autres. Et donc des écoles sur la région forment des étudiants. Et puis aussi, on va avoir donc du coup des potentielles sociétés, clients, partenaires, qui vont se dire à un moment donné, voilà, tiens, moi ça m'intéresse, voilà ma problématique. Et puis ce qu'on va essayer de démontrer, c'est que en 48 heures, on est capable de partir. Et peut-être en disant, voilà, j'ai une idée, elle a été analysée, on va la faire passer dans différents ateliers, on va travailler pendant 48 heures, les 48 heures après, on livre quelque chose auprès d'un client. Alors, ce ne sera pas un ERP maison super à la mode SAP, mais en étant capable aujourd'hui de démontrer que, quelle que soit la capacité, on aurait été chercher effectivement les meilleurs technos, les meilleurs outils, la meilleure façon de faire, parce qu'on aura pu échanger sur des problématiques effectivement très opérationnelles métiers. Voilà.
Donc ça, on communiquera avec la French Tech, effectivement, très prochainement sur les dates exactes, sur le programme. On est en train de préparer tout ça. Donc n'hésitez pas, effectivement, si vous avez vent, si vous avez, vous relevez aussi peut-être à un moment donné, disez-moi là, j'ai un projet, quel qu'il soit, d'implantation, de développement, j'ai besoin de piloter des données, des datas, des problématiques locales d'intervention terrain et autres, voilà, de remonter ça au niveau de la French Tech, et puis on va analyser tout ça ensemble et préparer pour ces opérations-là. Voilà, l'idée, on aura à peu près 2-3 projets, et sur ces 48 heures-là, on démontrera comment on est capable aujourd'hui de vraiment digitaliser tout ça. Très bien. Pour moi, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions ? Comment ça se passe pour créer une application de code avec votre solution? On peut aller directement sur votre plateforme et créer une application, ou on passe d'abord par vous, et vous, en tant qu'éditeur, vous créez la solution? Alors, nous, en tant qu'effectivement éditeur, vous pouvez directement aller sur notre plateforme, notre portail, vous créez un compte. Il y a tout un ensemble effectivement de tutos, en fait, aussi d'explications de vidéos. On est en train de faire effectivement évoluer toute cette plateforme-là, parce que voilà, c'est un développement, une amélioration permanente. Vous pouvez créer votre compte en ligne, vous pouvez directement attaquer votre auto-formation, en fait, ce qu'on appelle le onboarding, directement par vos propres moyens, ou alors on fait un accompagnement déjà d'explication, comment ça se démarre, comment on se lance dessus, mais voilà, en 2 heures de temps, vous avez déjà compris les principes, et vous pouvez par vous-même effectivement attaquer votre développement. Il y a une période de test qui est complètement complet sur la plateforme, sans aucune limitation fonctionnelle. Notre question ? Au-delà du crude, à quel point vous allez loin dans le métier? Au-delà du crude. Bon, voilà, on sait d'où vient la question. On sent qu'il y a une équipe de développeurs. Voilà. Comme je l'expliquais, cette notion on va dire de front, d'interface, no-code, qui est plutôt une interface qui permet visuellement de créer des choses. Derrière, il y a tout un ensemble de plateformes de gestion de bases de données, en fait, de bases de données relationnelles, des typologies de spécificités dans lesquelles vous allez créer des étapes, des workflows, la gestion d'automatisation de process, d'automatisation de documentaire. Mais tout ça, quelque part, vous ne le voyez pas, parce que quelque part, c'est pas le rôle, c'est pas le but. Le but, c'est effectivement derrière cette interface visuelle de l'utilisateur, de se dire, voilà, j'ai une sorte de tableur, je vais créer tout un ensemble de... Quelles sont les références, mes tables d'information, quelles qu'elles soient, entre ma relation, entre mes clients, mes produits, mon catalogue, mes plannings, ma cartographie et tous mes éléments-là. Comment j'interagis dessus par cette mise à jour, par de l'apport, par de la création en ligne, par l'interface que je vais mettre au niveau de la mobilité. Et à partir de là, ça n'est que du visuel. Et à partir de là, vous gérez par un certain nombre de ce qu'on appelle de vues, des process sur lesquels vous allez permettre à tel utilisateur d'accéder à une catégorie d'informations, et à des administrateurs d'avoir tout un tableau de bord de pilotage, de consolidation de tout ce que vous avez pu créer, en fait. Mais le meilleur moyen, c'est généralement de faire une démo en live, parce que il y a des choses qui se passent sous le capot. En fait, ce qu'on ne veut pas, c'est quelque part faire, justement, le but du no-code, c'est vraiment ne pas parler de tout ce qui est techno, mais parler vraiment côté métier, besoin, usage. C'est vraiment là-dessus. Est-ce qu'on a une dernière question, éventuellement ? Oui, une dernière. Si je développe un projet avec votre solution, à qui appartient la solution? Est-ce que je peux l'exporter? Est-ce que je peux la prendre pour moi et l'utiliser dans le cadre de ma société? Comment ça se passe en fait pour qui appartient en fait la solution? Question sur la propriété, du coup. La question, la propriété, effectivement. L'usage que vous faites vis-à-vis d'Altonic, on vous met à disposition une technologie, la capacité de pouvoir développer votre propre application. La propriété des données reste la vôtre, elle n'est aucunement la nôtre. Votre propriété de développement, entre guillemets, reste le vôtre. La seule chose qui n'est pas votre propriété, effectivement, c'est l'usage des ressources et de l'intelligence de la plateforme que l'on vous met simplement à disposition sous forme d'un abonnement, tout simplement, derrière.
vous êtes ce qu'on appelle en fait propriétaire de l'application. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire de toutes les données qui sont créées sur cet écosystème-là. D'ailleurs, nous n'y avons pas accès, clairement. Il y a tout un ensemble de gestion de droits, en fait, de partage que vous gérez. Donc il y a une notion de propriété, une notion d'administration et de droit après des utilisateurs. Donc toutes ces notions-là. Donc pour répondre à votre question, c'est vous le propriétaire de tout vos données, et vous êtes capable aujourd'hui de ces données-là de les récupérer tous les jours avec la structure des tables et toutes les données qui sont issues de votre application, en fait. Pour information. Voilà. Nous, notre responsabilité, c'est le maintien opérationnel des infrastructures, de l'intelligence de la plateforme, et donc également, bien évidemment, de l'évolution et du support, en tant qu'éditeur. Une toute dernière question. Non, c'est juste un complément. On parle de propriété, mais la vraie question, c'est la réversibilité. Est-ce que mon application, je peux la prendre, parce qu'on s'entend que le tectonique, et aller la porter ailleurs, chez un Google, chez un... Alors, c'est une question qui est très intéressante, parce qu'effectivement, entre la notion de propriété de la donnée, qui est quelque part aujourd'hui, qui est une obligation quasiment légale, de dire tout hébergeur de système d'information d'une solution clé en main doit permettre au client d'avoir sa restitution intégrale de toutes ces données. Ça, aujourd'hui, voilà, c'est un peu la réponse que je faisais précédemment. L'utilisateur, tous les jours, il est capable de recevoir toute l'extrapolation de ces données. Par contre, évidemment, l'ensemble des technologies, des moyens mis en œuvre pour développer, elle va dépendre quelque part de la plateforme vers laquelle l'utilisateur va aller. Effectivement, d'un TimeTonic va aller vers un Bubble, c'est pas forcément la même utilisation, on n'est pas sur les mêmes usages. Par contre, aujourd'hui, quelles que soient les plateformes, généralement, elles ont à peu près les mêmes principes aujourd'hui d'adaptation. On parle de TimeTonic en France, son pendant aujourd'hui, notre confrère américain s'appelle Airtable. Voilà, son domaine quelque part technologique d'approche, il est très similaire au nôtre. Donc ces données qui sont exportées aujourd'hui sont assez simplement importables dans d'autres. Maintenant, comme toute plateforme, il faut les adapter demain à l'autre application. Mais ça, je crois que c'est un peu inné à tout type de plateforme. On a nous, des clients qui venaient d'environnements de Microsoft, de Google, et puis qui sont, je veux dire, à un moment donné, repartis sur d'autres principes, tout simplement parce qu'à un moment donné, manque de fonctionnalité ou autre derrière. Et dans ces cas-là, l'important, ce que je dis, c'est surtout la donnée. Quelque part, la richesse de l'entreprise, c'est toute la partie des données. Les process après. Le no-code, enfin, ça aussi, c'est important, c'est que le no-code, c'est pas uniquement une façon de faire différemment de ce qu'on faisait auparavant, c'est aussi de se garantir qu'il y a une notion de pérennité et d'évolutivité. Voilà, c'est de se dire qu'on a au moins cette garantie, normalement, voilà, avec cette approche-là, qu'on ne sera quasiment jamais bridé. Voilà. Aujourd'hui, les deux social choses qui sont difficilement réplicables en France, c'est de se dire, voilà, si on doit gérer la comptabilité de la paye, c'est fait par des éditeurs qui sont vraiment dédiés à ce métier-là. Par contre, tout le reste, on est sur du process sur mesure, n'importe quel type de besoin, là, le no-code est aujourd'hui capable d'y répondre. Des plateformes no-code pour les développeurs. Et exact. Alors voilà, le mot de la fin, merci. Ouais. C'est effectivement que derrière le no-code, il y a toujours besoin de code. En fait, c'est tout ce qu'il y a qu'on y arrivait. Hein. Ah oui, on y arrivait, mais il faut toujours le dire, parce qu'effectivement, on a toujours un peu tendance à voir depuis quelques mois dans des communautés, il y a des communautés de codeurs, des communautés de no-codeurs. Voilà. Et dire, ouais, mais alors l'un ne va pas sans l'autre, etc. C'est vrai, aujourd'hui, la valeur ajoutée du no-code pour en finir, pour clôturer cet échange-là, c'est de se dire que notre job à nous, c'est de mettre à disposition toute l'intelligence des codes, ce qu'ont fait les codeurs derrière, d'accord ? Mais de façon simple, visuelle, sans dépendre des codeurs. Eh ben, écoute, c'est une très belle conclusion pour cette 3e édition de Webinoz. Merci beaucoup à toi d'être venu, et puis on te souhaite le meilleur pour votre prochaine levée de fonds. On l'espère. Voilà. Comme nous aussi, voilà, on cherche aussi on a besoin de sous pour accélérer notre croissance, et c'est plutôt bien parti. Eh ben, écoute, bon courage. Merci à tous d'être venus. Merci encore une fois à Lumon, à Maxime à la régie, Super à la photo. Et puis on se retrouve pour la prochaine édition de Webinoz. Bonne soirée à tous.